Pourrais-je imaginer que je me trouverais là, une mine de stylo plantée sur ma peau? D'une plume à l'autre, votre émission littéraire vous invite à la rencontre d'un auteur à travers ses écrits, les mardis à 10h et jeudi à 15h, sur Radio Coquelicot 99 FM, votre radio du Val-de-Sioule. Je suis une feuille blanche, je ne demandais rien qu'à rester sur mon arbre et attendre la fin. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans votre émission D'une plume à l'autre Patrick Mabrier, qui vient nous présenter son roman Le secret d'Alice, paru aux éditions Jeanne d'Arc. Bonjour Patrick Mabrier. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, vous venez à la rencontre des auditeurs de Radio Coquelicot, vous venez de la Haute-Loire. Tout à fait, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, ça au moins c'est très bien. Dites-moi, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Coquelicot? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Alors on le sait partiellement. Où allez-vous? Alors où je vais, d'où je viens, c'est une question qui concerne tout le monde. Alors me concernant, écoutez, j'ai passé la cinquantaine, je suis un homme marié, père de 2 enfants qui volent de leurs propres ailes et qui habite actuellement la Haute-Loire, vous l'avez rappelé, le Puy-en-Velay, et ce sera important tout à l'heure quand nous parlerons du livre. Aujourd'hui, je pourrais me décrire comme un nomade attaché au territoire en même temps. C'est-à-dire, je suis né à Lille, et puis j'ai vécu les dernières années dans le cocon familial à Toulon, puisque j'ai terminé mes études à Aix-en-Provence. Donc vous voyez, et entre-temps, j'ai beaucoup voyagé en France du fait de la profession de mon père. Voilà. Et puis, je suis devenu officier de gendarmerie. C'était il y a environ 25 ans de cela. Et depuis, j'ai continué à bouger dans le sud-ouest, Arcachon, à Metz, dans l'est, en région parisienne, à Reims, et puis aujourd'hui, au Puy-en-Velay, où je commande la gendarmerie de la Haute-Loire depuis maintenant bientôt 3 ans, avec grand plaisir, avec attachement à ce territoire, attachement à l'Auvergne, et vraiment une découverte pour moi, puisque je connaissais pour y être passé en vacances ou pour m'être intéressé au chemin de Compostelle, mais je n'avais jamais approché les problématiques qui touchent aux personnes, et c'est ça finalement qui dans mon métier est intéressant, c'est qu'on vit au cœur de la population. Alors donc, si je comprends bien, vous êtes très attaché à l'humain. Oui, tout à fait. Je pense d'ailleurs que le métier que j'ai choisi, évidemment, je ne l'ai pas choisi par hasard, parce que c'est vrai que le gendarme, on le voit souvent au bord des routes, on a l'image du gendarme qui verbalise, mais le gendarme est confronté au quotidien aux problèmes, bien sûr, de criminalité, de délinquance, mais ça va bien au-delà, aux problèmes sociaux aussi, parce que souvent, quand on a un problème dans un couple, avec ses voisins, avec d'autres personnes, finalement, on fait le 17 et on tombe souvent dans nos régions sur la gendarmerie. Tout à fait. Et il y a combien de gendarmes dont vous avez la charge? Alors, nous sommes environ 400, répartis en 33 brigades. Voilà. Alors là, on ne va pas manquer d'en faire un petit coucou. Non, pas du tout. Coucou à tous les gendarmes de la Haute-Loire. Et puis, moi, à titre personnel, je leur dis bravo pour le travail qu'ils font. Et je leur dis surtout merci. Merci, messieurs. Merci à vous, c'est très gentil. Et mesdames. Et parce mesdames. Que nous avons aussi des dames. Merci, mesdames et messieurs. Vous ne m'en voudrez pas. Donc, vous avez écrit un roman, Le secret d'Alice. Alors, je vais vous demander, avant d'entrer dans votre livre, comment vous est venue l'idée d'écrire? Est-ce que vous avez toujours écrit? Est-ce que pour vous, c'est normal d'écrire? Oui, j'ai écrit depuis longtemps. Depuis que je suis étudiant, je crois que j'ai fait comme tous les enfants quand j'étais à l'école. J'ai commencé par des petits poèmes, et puis très vite, j'ai écrit. J'ai écrit, mais pas toujours très bien.
parce que on croit que parce qu'on est allé à l'école, on sait écrire, parce qu'on lit, on sait écrire, mais finalement, c'est quelque chose qui s'apprend. Et en écrivant, d'abord pour mes enfants, en leur racontant par exemple la mythologie du Japon, parce que j'ai oublié de préciser que mon épouse est japonaise, et donc mes enfants ont la double culture, et pour qu'ils n'oublient pas, ou pour qu'ils puissent grandir aussi en ayant des marques du côté de leur maman, eh bien j'ai commencé à écrire. C'était mon premier grand ouvrage qui n'a jamais été publié, la mythologie japonaise. Et puis j'ai écrit d'autres choses, et au fur et à mesure je me suis amélioré, parce qu'au début on ne se rend pas forcément compte de ce que l'on écrit, de la qualité, des progrès que l'on a à faire, et puis parce que c'est une passion qu'on n'arrête jamais, qu'on arrête peut-être un an, puis qu'on reprend parce qu'on a une activité professionnelle qui nous laisse plus ou moins le temps, on arrive à ce que je considère comme un aboutissement, puisque c'est mon premier livre publié. Voilà. Et ce livre sur la mythologie, donc c'est bien dommage. Vous avez dit il n'a jamais été publié, mais c'est quand même bien dommage. Pourquoi ne serait-il pas publié? Vous ne pouvez pas le publier, mais le faire publier? Écoutez, j'espère bien, mais il faudra que je le retravaille. Il faut vraiment être conscient des efforts à faire. Mais je pense qu'effectivement, alors ce sont, comme j'ai la chance d'avoir des idées et des projets, c'est vrai que c'est, je dirais, un peu le projet, et j'en ai d'autres, puisque j'ai un autre roman que j'ai écrit aussi il y a 3 ans, qui est prêt, et là qui est mûr. Ce sont des choses que j'attends d'avoir le temps, finalement. Bien, mais vous le ferez, j'en suis certaine. Bien, avant d'entrer dans votre livre, donc, nous allons marquer une pause musicale. Peu de choses, mais faut pas que ça nous pèse. À la fin du parcours, bien ou mal dans notre peau, avec ou sans amour, faut lâcher le morceau. Plus besoin d'ailleurs, besoin de s'accrocher, plus besoin d'être à l'heure, le temps n'est plus compté, juste besoin d'un passeport pour une vie nouvelle, où coule de tous les bords du bon lait et du miel. Ne crois surtout pas que ma chanson soit triste. Si elle parle de l'au-delà, c'est à cause d'un artiste qui chantait dans les rues I'll be alright someday. Ça sera super un jour, lui au moins je l'ai cru, juste parce qu'il y croyait. C'était un vieillard noir, et dans tout ce qu'il chantait, il y avait plus que d'espoir. Et les blancs l'écoutaient, il les appelait frères, en grattant sa Gibson, avec l'octogénaire, il braillait mieux que personne. Le jour où il est mort, Satan voulut le faire taire, mais il braillait si fort, tout au fond de l'enfer, qu'au bout de quelques instants,
s'accrocher. Plus besoin d'être à l'heure. Le temps n'est plus compté. Juste besoin d'un pasteur pour une vie nouvelle. Où coulent tous les bords du bon lait et du miel. Où coulent tous les bords du bon lait et du miel. Où coulent tous les bords du bon lait et du miel. Cette chanson, vous l'avez choisie pour quelle raison? D'abord parce que je l'aime, parce que c'est une jolie chanson, et ensuite parce que c'est une chanson qui a du sens. À un moment, effectivement, il n'y a plus de questions à se poser. Il y a un moment, c'est plus la peine de frimer, dit Bill de Rem, parce qu'à un moment, la vérité nous rattrape. Et au fond, quelque part, dans ce roman, c'est ce qui arrive. La vérité rattrape, il y a un moment où on ne peut plus tricher. Et c'est ce que raconte cette chanson qui, bien sûr, est sur un autre sujet, mais très proche dans le fond. Alors nous y voilà avec Le Secret d'Alice de Patrick Mabrier, paru aux éditions Jeanne d'Arc. Donc Le Secret d'Alice, alors nous fait entrer en contact avec une petite gamine, une gentille petite fille, qui est souvent avec sa grand-mère et qui est munie d'un appareil photo. Alors ça, vous allez me dire, un appareil photo, ça paraît le quotidien de chacun, mais elle est particulière, cette gamine. Alors, est-ce que vous pouvez nous la décrire, Alice? Est-ce que, d'ailleurs, ma question, est-ce que Alice ressemble à une petite fille que vous auriez pu connaître? Alice correspond à une petite fille telle que je l'imagine. Je n'ai pas de petite fille, j'ai 2 garçons, je suis moi-même dans une fratrie de 3 garçons, mais ma mère est d'une famille où il y a eu 5 filles. Alors c'est peut-être, vous savez, l'importance des mères pour leurs enfants, et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi une petite fille. Et puis cette petite fille, eh bien, j'ai voulu qu'elle soit à l'image des petites filles d'aujourd'hui, c'est-à-dire, puisqu'elle a 10 ans dans le roman, une petite fille qui découvre les choses, qui se pose des questions, qui a des réponses, mais des réponses de son âge, et qui en même temps grandit. Voilà. Donc, effectivement, cette petite fille, je l'ai conçue, je dirais, quelque part, peut-être parce que j'avais des garçons et que j'avais envie de partager quelque chose avec elle. Alors, ce qui est intéressant pour moi dans le livre, c'est que naturellement, quand j'ai commencé à l'écrire, ce roman, eh bien, je me suis vu parler à la première personne. Je m'en suis étonné moi-même. Je me suis dit non au début, non, quand même, une petite fille, c'est risqué parce que, comme je l'ai dit, je suis un monsieur de 50 ans, plus très jeune, qui n'a plus eu de petite fille, et c'est vrai que finalement, on risque facilement de faire un faux pas, d'autant que c'est un livre qui peut être lu par des adolescents, mais c'est un livre qui traite de problématiques d'adultes. Et donc, je voulais aborder certaines thématiques. La difficulté pour moi, et c'est ce qui m'a plu, quelque part, c'est de parler comme parle une petite fille, j'ai essayé de le faire et de bien le faire, et en même temps d'aborder des questions d'adultes. Donc en choisissant des mots qui étaient des mots d'une petite fille de 10 ans, mais en jouant avec des problématiques plus importantes, plus adultes. Alors, Alice est souvent avec sa grand-mère, comme je disais au départ, sa grand-mère avec qui elle parle, elle se confie, sa grand-mère qui lui parle également beaucoup, et elle a une maman. Alors, la maman est très particulière. Moi, je l'ai vue, cette maman, elle n'est pas gentille, pour faire simple. Elle n'est pas gentille avec sa fille. Elle lui reproche d'avoir son nom, le nom de son père. La gamine se dit, bah oui, mais toi, avant de t'appeler comme ça, tu t'appelais autrement, mais maintenant tu t'appelles comme moi. Elle lui reproche plein de choses à cette gamine. Et cette gamine, alors, on se demande à la lecture du livre si cette gamine en souffre véritablement, certainement, parce qu'il y a des reproches qu'un enfant il prend en pleine figure, mais paradoxalement à tout ça, elle trouve réconfort auprès de sa grand-mère. Je suis dans le juste?
Vous avez tout à fait compris, effectivement, et c'est ce qui fait que cette petite fille n'est pas dans le pathos. C'est un livre qui n'est pas dans le pathos. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, elle a bien compris que entre elle et sa mère, ce n'était pas facile, que sa mère avait une façon de l'aimer qui n'était pas tout à fait, je dirais, entre guillemets, normale, même si ce livre pose aussi la question de la normalité, hein, puisqu'on évite les jugements, mais elle trouve effectivement réconfort auprès de cette grand-mère, chez qui elle passe ses mercredis notamment, et avec lesquels elle a une véritable complicité. Tout à fait. C'est important les grands-mères dans une vie. C'est important les grands-mères, c'est important tous les gens qui nous entourent, et les grands-parents en particulier, parce qu'ils sont dégagés de ce souci qui est celui d'élever l'enfant. Voilà, donc il peut se donner entièrement. Et cette grand-mère, elle a un vécu qu'au départ, je pense, auquel la petite fille ne s'était pas véritablement intéressée. C'était sa grand-mère qui lui apportait, je dirais, du bonheur, etc. Et puis tout à coup, et c'est le début du roman, eh bien, elle va être confrontée à la vie elle-même de cette grand-mère. Alors, oui, effectivement, il arrive une lettre. Et que dit cette lettre ? Alors, cette lettre... Elle arrive de loin, d'ailleurs. Qui est dans les premières pages, qui vient d'Afrique, annonce le décès du grand-père. Le grand-père qu'Alice n'a jamais connu. Le grand-père qu'on croyait mort depuis une vingtaine d'années, parce qu'il avait pris son bateau, il était parti et on ne l'avait jamais retrouvé. On apprend qu'il vient seulement de mourir, et on apprend en même temps qu'il avait donc refait sa vie ailleurs. Et ça, c'est une découverte pour la petite fille. C'est aussi pour la grand-mère qui s'en doutait. On le voit dans les lignes du livre, eh bien pour cette grand-mère, c'est aussi un choc malgré tout, parce qu'elle a la confirmation de ce qu'elle pressentait, elle, en tant que femme. Voilà. Et donc, bien sûr, c'est de voir cette grand-mère qui s'occupe de cette Alice, je dirais, avec amour, avec attention, de la voir bouleversée, finalement, dès le début du roman, que la petite Alice va commencer à se poser des questions et à poser des questions autour d'elle. Alors, on plante les personnages là, et puis il y a un papa. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce papa ? Alors, ce papa, il est officier de gendarmerie. Alors, ce n'est pas autobiographique, puisque c'est une question qu'on me pose souvent. Je ne l'ai pas posée. Non, vous avez bien fait, mais en même temps, j'anticipe et j'y réponds. Un auteur, et vous le savez très bien, vous qui écrivez aussi, un auteur, bien sûr, au fond, il n'invente rien. Bien sûr que non. Il prend, il absorbe, il prend des choses de sa propre vie, évidemment, et il prend des choses des gens avec lesquels il vit, de l'environnement, parfois de l'environnement proche, parfois il suffit d'être attablé au café, de voir une scène et puis de dire tiens, hop, et puis on s'en sert. Donc il y a différents, voilà. Et effectivement, alors si j'ai tenu à mettre un colonel de gendarmerie, c'est aussi pour faire un petit clin d'œil à mon métier, et puis parce que ça me permet aussi d'aborder au passage, ce n'est pas un livre sur mais des petites questions sur, puisque ce papa qui est officier de gendarmerie, qui lui travaille après avoir effectivement commandé aussi au Puy-en-Velay, travaille à Clermont-Ferrand et part en OPEX, c'est-à-dire en opération extérieure, mot d'ailleurs que la petite fille découvre, en opération extérieure, et donc ça nous permet aussi d'aborder au travers de ce roman, en quelques lignes, puisque c'est un petit roman, mais pour que les gens, les lecteurs, puissent aussi s'interroger sur un certain nombre de choses, eh bien, ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. C'est très ancré dans le Puy-en-Velay, c'est en même temps très contemporain par le sujet, on en parlera sans doute tout à l'heure, puisque c'est une histoire de famille, c'est une histoire sur la filiation quelque part, mais aussi on aborde des questions importantes, la vie, la mort, la sécurité au niveau national, puisqu'on parle des petits Africains à travers le métier du père, et puis aussi à travers un autre personnage qui est important dans ce roman, c'est le père Bonnefoy. Ah oui. Le père Bonnefoy, qui est un ancien, qui est un curé d'un certain âge, et qui est à la fois le confesseur de la grand-mère, qui par ailleurs est d'origine russe et donc... mais malgré tout. Voilà, orthodoxe, et qui en même temps est le catéchiste de la petite fille, et qui donc va se retrouver quelque part au milieu de la douleur de cette grand-mère, du questionnement de cette petite fille, et c'est un personnage que j'aime bien parce qu'il est au-delà des conventions, il est au-delà
On parlait tout à l'heure du gendarme et de l'image du gendarme et de l'étiquette qu'on colle. C'est normal, parce qu'il faut que la vie soit simple. On colle des étiquettes aux enseignants, aux gendarmes, aux médecins. Eh bien, pareil, on en colle aux curés, aux prêtres. Mais celui-là dépasse largement. Il dépasse largement l'aspect religieux, mais il touche un peu à la spiritualité avec des mots qui sont accessibles aussi aux jeunes, autant qu'aux adultes. Tout à fait. Alors, donc, on plante les personnages. On en a un autre personnage important, une petite copine. Oui. Une petite copine. Alors, qui est copine et puis qu'à un moment donné, l'est plus. Voilà, il y a la rupture et puis un moment entre ces petites filles, parce qu'effectivement, à un moment, elle va employer un mot qui fait que, voilà... ça va créer cette rupture. Alors, mais en même temps, elles ont des chemins, je dirais pas similaires, pas parallèles, mais au fond, elles grandissent ensemble et elles ont les mêmes problématiques différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, la copine d'Alice, eh bien, a des parents qui divorcent, qui se séparent. Alice a des parents qui ne se séparent pas, mais au fond, est-ce que la problématique n'est pas très proche ? Bien sûr, elle l'est, mais pourquoi, comment ? Pourquoi est-ce que dans un cas... Et ces petites filles, entre elles, dans la cour de récréation, eh bien, vont essayer de s'apporter des réponses mutuelles et de grandir un petit peu ensemble jusqu'à la séparation, mais après la séparation, des fois, il y a après aussi des retrouvailles, certainement. Des retrouvailles. Certainement des possible. retrouvailles. Alors, donc voilà, on a nos personnages dans Le Secret d'Alice, bien sûr, et donc on a dit que la petite fille prend connaissance de cette lettre qui arrive de très loin, mais... À la lecture de votre livre, toujours parce que c'est un livre qui vous prend. Quand vous êtes dedans, et vous pouvez imaginer. Et en fait, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez que le lecteur trouve des solutions aux situations, trouve son adaptation, disons, des situations. Et cette petite fille a lu cette lettre, mais elle continue sa vie. Mais alors avec un questionnement. Et... on a l'impression que c'est un huis clos familial. Je me trompe ? Non, pas du tout. C'est un huis clos parce que c'est en fait... Alors c'est un livre, on va le dire, sur le secret de famille. Oui, bien sûr. C'est un livre sur la famille. Pourquoi ? Et là, on peut faire un parallèle avec mon métier. Vous savez, ce qu'on remarque, c'est que souvent... on le regarde à travers l'actualité, quand il y a des problèmes, des fois des problèmes graves, malheureusement, heureusement rares, mais la famille est quand même un lieu où les tensions sont importantes, où on peut grandir aussi de manière importante, parce qu'il y a cette cohésion, il y a cette soudure, mais quand ça ne va pas, eh bien là, toutes les tensions s'exacerbent. Pourquoi ? Parce que finalement, on vit dans un espace confiné au quotidien avec des enjeux très importants qui sont aussi ceux de la survie et qui sont très contemporains, mais qui sont en même temps très éternels, parce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu la même chose dans leur village, dans leur bourg isolé. Et même si aujourd'hui le monde va vite, même si aujourd'hui madame travaille à un endroit, monsieur à un autre, finalement on se retrouve toujours avec des problèmes communes, des enfants à élever, une garde à trouver, un métier qui s'achève, il faut en trouver un autre peut-être un peu plus loin alors que l'autre va devoir rester sur place. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on le gère ? Eh bien, la famille, oui, c'est un... Et donc, tout se passe là, à part effectivement le père Bonnefoy, à part la copine d'Alice, eh bien, tout se passe dans ce milieu, même si c'est pas un huis clos pesant. C'est vrai qu'il y a des scènes difficiles avec la mère, vous en parliez tout à l'heure. Oui, on va reparler. Voilà. Mais effectivement, parce que je pense que c'est le nœud de beaucoup de choses, c'est ce que disent les psychanalystes finalement, c'est que l'éducation d'un enfant eh bien, a des répercussions tout au long de son existence. Et je pense, c'est pas du tout un livre théorie, loin s'en faut, mais c'est un livre qui veut montrer ça, qui veut montrer que rien n'est anodin pour l'enfant finalement. Tous les enfants ont souffert de situations, ça peut être le divorce, ça peut être des parents qui ne s'entendent pas, ça peut être des parents manquants parce que malheureusement décédés. Tous les enfants ont connu ces difficultés-là, et ces difficultés les ont construits, les ont détruits parfois,
malheureusement. Mais ce qui se passe dans l'enfance est important. C'est pour ça que ce livre se situe dans l'enfance, c'est pour ça qu'il se situe au sein du foyer familial, même si bien sûr il y a toujours des tas d'intervenants très importants aussi pour que l'enfant grandisse, les enseignants, les responsables de groupes de théâtre ou de je ne sais quoi. Alors, la mère d'Alice, bon, on a dit, hein, c'est pas une femme vers laquelle on a envie d'aller, ça c'est certain. Mais on a l'impression qu'elle se soucie guère d'Alice. Oui, tout à fait. C'est une mère qui n'est pas... Elle a d'autres préoccupations. Elle a d'autres préoccupations. Visiblement, elle a des copains dont on ne sait pas trop ce que font ses copains, mais puisqu'on les voit à travers le regard d'Alice toujours, puisque c'est toujours Alice qui nous montre les choses. Mais nous, adultes, à travers le regard d'Alice, on comprend certaines choses et qu'effectivement, sa maman a des préoccupations qui sont d'un autre ordre, qui sont des préoccupations d'adultes et qui sont certainement celle d'un être qui n'a pas trouvé son équilibre et qui le cherche encore. Et c'est pour ça que même si cette femme est méchante, au fond, même si la petite Alice en souffre, il y a 2 ou 3 passages où Alice a une certaine proximité avec sa maman. Et finalement, on se rend compte, et c'est ce que je veux montrer, parce que je ne veux pas du tout que ce livre soit un livre moralisateur, c'est qu'un être humain, c'est quand même complexe. Et cette maman, elle est complexe. Et donc, je ne donne pas volontairement toutes les réponses. On peut dire que Madame, la maman d'Alice, est méchante pour telle et telle raison. J'apporte des pistes dans mon roman qui peuvent expliquer, mais je crois que je préfère laisser à l'auteur, au lecteur, un peu comme à moi-même, le soin de les chercher, ces raisons. Parce que finalement, une maman qui n'aime pas ses enfants, nous en connaissons tous plus ou moins une dans notre entourage, ou un papa dont on se demande ce qu'il fait là, ou une petite fille qui est dans des situations difficiles et qui se débrouille avec ça, on peut se demander pourquoi, comment. Et donc, je donne des pistes, on comprend pourquoi il y a cette situation-là, et en même temps, on peut essayer, le lecteur peut essayer avec ces pistes de les trouver lui-même. Oui, et le papa, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Bon, c'est bien beau, il est gendarme, il a du travail, il va à droite, il va à gauche, mais qu'est-ce qu'il fait ? J'ai l'impression, parce qu'il faut savoir que la grand-mère, c'est la mère du père. C'est la mère tout à fait. Et alors... moi, je me demande ce qu'il fait, le père. Je le trouve pas très présent auprès... Enfin, si, il est bien avec Alice, il est pas mauvais avec Alice, mais il n'a pas cette présence paternelle qui, à mon sens, est indispensable. Je ne le sens pas très présent. Non. Alors, on parlait d'autobiographie. C'est peut-être là un aspect autobiographique. Il y a des métiers qui prennent beaucoup de temps, et où en fait on n'est pas toujours présent. Dans tous les métiers finalement, quand on s'investit, parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a un appel de la fonction, de la mission, on est absent de sa famille. Et je crois que tout parent se pose, et moi je me la suis posée à l'adolescence de mes enfants, la question c'est est-ce que j'ai été finalement assez présent ? Et effectivement on voit ce père, je crois qu'il n'y a pas de doute dans le roman, il aime sa fille. Ah oui, voilà, oui. Il aime sa fille, mais il est absent, il aime son métier, il a d'autres choses à faire. Et puis, finalement, la vraie question, c'est, je crois qu'il aime sa fille, mais pourquoi est-ce qu'il est avec son épouse, finalement ? Pourquoi est-ce qu'il est encore avec elle ? Est-ce qu'il sait ? Est-ce qu'il voit les mêmes choses qu'Alice ? Ou est-ce qu'il ne les voit pas ? Ou est-ce qu'il ne veut pas les voir ? C'est une question, et là aussi, au lecteur de s'interroger, de se dire, moi, est-ce que je vois toujours tout, et est-ce que je veux toujours tout voir ? Tout à fait, tout à fait. Alors donc, effectivement, on voit comment Alice vit dans cette famille, comment elle avance. Il y a un problème, on avait parlé avec sa petite copine à un moment donné, qui va lui dire une chose qui fait mal. Elle se demande si elle est bien la fille de son père. Elle se pose ces questions. Oui, bien sûr, puisque... Alors, qu'est-ce qui l'amène à poser ces questions ? L'observation. Et puis, vous l'évoquiez tout à l'heure, et je n'ai pas rebondi sur votre remarque très juste, vous parliez de l'appareil photo.
dans ce roman, effectivement, cette petite fille a un appareil photo que lui a offert sa grand-mère. Et assez souvent dans le roman, peut-être à chaque chapitre, eh bien, il y a un clic ou deux sur une scène. Clic. Vous le dites très bien. Pourquoi ? Parce que finalement, et c'est là au fond le départ, quand on fait clic, on arrête le temps. Oui. Et cette petite fille, elle arrête le temps sur une image qui n'est pas forcément une image symbolique, au premier abord, c'est une image ordinaire, de la vie de tous les jours, mais il y a une force. Vous savez, c'est comme quand vous regardez quelqu'un au café ou dans son salon ou vous allez chez des amis et puis tout à coup vous discutez avec quelqu'un, c'est un discours très mondain, ça se passe bien et puis tout à coup la personne va se retourner parce que ou elle pense à autre chose ou elle pense et puis vous allez apercevoir sur son visage une expression et dans cette expression vous allez pouvoir lire des tas de choses. Alors bien sûr, si vous n'avez pas tous les codes, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, mais vous allez au moins découvrir que derrière la façade de la personne qui vous tend les 3 cacahuètes ou le verre de pastis de l'invité, eh bien vous allez découvrir que derrière il y a autre chose, peut-être un passage d'enfance difficile, peut-être un conflit avec son chef, peut-être un conflit avec son collègue, peut-être un conflit avec son mari, peut-être aussi un moment de joie extraordinaire qui vient d'être vécu. Voilà, et c'est ces instantanés-là, si on ne les regarde pas, si on ne fait pas clic dans notre tête. Et la petite Alice fait clic avec l'appareil photo que lui a donné sa grand-mère, mais peut-être pas si innocemment que cela. Si on ne fait pas clic, on laisse passer ce moment et on reste à la surface des choses. Si on fait clic, le danger c'est d'extrapoler et puis de se faire des films, comme on dit vulgairement. Mais si on fait le clic, eh bien, c'est la porte ouverte à la réflexion sur l'autre, mais aussi sur soi-même. Est-ce que j'ai fait un clic sur moi-même ? Oui. Et donc cette grand-mère, alors apparemment cette grand-mère, je dirais bien qu'Alice la soupçonne d'avoir, par des faits comme ça qu'elle rassemble, d'avoir rencontré quelqu'un d'autre que le grand-père. Et là, elle se fait un film. Oui, alors elle se fait un film. Ah oui, il est costaud son film. Voilà, mais c'est un moyen, puisque nous parlons à la première personne et que c'est la petite fille qui raconte, elle n'a pas le moyen, elle, de revenir 20 ans ou 30 ans en arrière pour voir. Et donc, elle imagine, mais bien. comme on imagine tous, Oui. des tas de choses. Et effectivement, c'est un livre, je le disais, qui parle du secret familial. Au fond, il y a plusieurs révélations dans ce roman. Il y a plusieurs secrets. Voilà, jusqu'à l'ultime, on va dire. Et effectivement, le premier secret, puisqu'on l'a dit, le grand-père est parti il y a 20 ans, il n'a plus jamais donné suite de vie et on apprend qu'il a refait sa vie. On part pas et on refait pas sa vie pour rien. Ben non. Voilà, il y a bien une raison. Il y a toujours une raison. Et bien sûr, Alice va essayer de la découvrir. Elle va prendre des indices, elle va la découvrir et elle va l'imaginer. Et bien sûr, elle l'imagine comme une petite fille de 10 ans qui s'appelle Alice. Alice n'est pas innocent, peut l'imaginer. Ah oui, là, elle est très fantasque dans son imagination avec ce monsieur. Alors, elle vous a plu la scène ? Ah oui, Hein ? j'ai bien aimé. Voilà, et ça se passe effectivement sur la place du Plot, qui est la place centrale du Puy-en-Velay, oui. et où effectivement, on va le dire, elle soupçonne la grand-mère d'avoir connu peut-être un second amour. Est-ce que, et c'est ça la question, et donc elle imagine comment cet amour a pu se nouer, comment il a pu se faire. Comment elle a pu faire, et comment dans une petite ville où tout se sait, voilà, avec déjà un mari absent, comme le père d'Alice est absent. Le grand-père d'Alice était absent. Voilà. Mais ce roman ne juge pas la grand-mère. Et parce qu'il ne juge pas la grand-mère, il ne juge pas la mère. C'est-à-dire que la grand-mère, au fond, on ne la juge pas parce que on pense qu'elle aimait son mari. Sinon, elle ne serait pas touchée comme ça. Sinon, elle n'aurait peut-être pas ce qu'on pense être du remords. Et donc, on a là
l'expression de la vie finalement. Est-ce que simplement elle n'a pas su dire non à un moment ou à un autre? Est-ce que simplement la vie s'est présentée comme ça? Est-ce que l'absence, finalement, le vrai responsable, ce n'est pas le mari qui travaillait souvent à l'extérieur, lui aussi, et qui avait beaucoup de voyages d'affaires? Voilà, au fond, petit à petit, Alice va recomposer un puzzle et va essayer d'expliquer sans jamais juger. Et c'est important, mon personnage ne juge pas, et aucun des personnages ne juge, même le père Bonnefoy, qui est un prêtre et qui pourrait avoir, auquel on pourrait prêter des mots volontairement. C'est un homme qui n'est pas dans le jugement, mais qui explique à une petite fille, et qui essaye de lui expliquer qu'au fond, parce que c'est aussi un livre sur ça, l'amour, c'est quand même quelque chose d'important. Mais qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que l'amour? Et elle lui pose la question, elle lui demande, est-ce que un monsieur et une dame qui ne sont pas mariés peuvent avoir un enfant? Voilà. Et j'aime bien sa réponse. C'est une petite fille de 10 ans, effectivement. Et donc, elle pose des questions d'une petite fille de 10 ans. Et lui, il est embêté. Et oui. Et il veut lui répondre. Il ne veut pas répondre de manière dogmatique. Mais en même temps, il est un petit peu coincé par la question. Mais il se débrouille bien, finalement. C'est un homme d'église, quand même. C'est pas simple de lui répondre. C'est pas facile, tout à fait. Mais on devine aussi, au fur et à mesure, que ce monsieur, il est allé lui aussi en Afrique. Et qu'il a eu une vie certainement aussi très riche et très forte. Voilà. Donc, Alice, alors, il y a encore plein de secrets dans ce livre. C'est un livre de secrets, en fait. Parce que quand on le lit, alors vous avez dit tout à l'heure, j'ai relevé, c'est un livre ce n'est pas un gros livre. Bon, il fait quand même 108 pages. Il y a 108 pages de lecture. Mais il est dense. Il est dense. Oui. Il est pas creux. C'est un secret en amène un autre. Un secret en amène un autre. Bien sûr, on ne va pas dire la fin du livre. On ne peut pas dire la fin du livre. Est-ce que vous voulez, alors, parce que moi, je me méfie comme je l'ai lu, est-ce que vous voulez dire des choses encore sur le secret d'Alice qui peuvent être dites sans aller trop loin? Oui, alors... en tant qu'auteur, c'est plus facile. Bien sûr, mais d'abord, l'écriture. Vous dites, c'est un livre, et effectivement, c'est dense, etc. C'est volontaire. C'est volontaire à double titre. D'abord parce que je suis un monsieur assez paresseux, ou on va dire, pour faire mieux, assez occupé. Et donc, c'est vrai que quand un livre est trop volumineux, j'ai beaucoup de mal. Donc, je ne veux pas infliger à des lecteurs de longues phases d'ennui. Je pense que chaque mot doit avoir un sens, doit être pesé et doit conduire à quelque chose. Donc, dans ce livre, effectivement, il n'y a pas d'inutile, il y a beaucoup de choses, mais on va direct là où on doit aller. Encore que, comme vous l'avez dit, il y a des choses qui ne sont pas expliquées parce que je préfère que, plutôt que de lire des descriptions, etc., que au bout de 5 lignes, 10 lignes, 15 lignes, le lecteur ferme un peu la page et puis dit « Tiens, ça me rappelle quelque chose » ou « Ça, ah oui, tiens », et puis reprend sa lecture. Je préfère ce choix. Et c'est ce choix que j'ai fait. Et puis en même temps, vous l'avez suggéré, quelque part, ce livre est un peu écrit comme un film. J'aime pas faire les parallèles, mais ce sont des images. On parlait du clic de la photo, mais voilà, je montre des scènes. Il y a des scènes, de nombreuses scènes, et on voit, et on devine et on regarde. Tout n'est pas dit. Je crois que, et c'est d'ailleurs le sujet du livre, mais de manière différente, tout ne doit pas être dit. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons tous des secrets, et une des questions que pose ce livre, c'est aussi, est-ce qu'il faut tout dire ? Il faut être conscient que quand on ne dit pas tout, on crée une charge, on crée un poids, quelque part, sur celui à qui on ne dit pas la chose, et que finalement... il y a toujours un ressenti qu'on devine. Mais finalement aussi, on ne peut pas toujours tout dire. Nous avons tous nos petits secrets. Et heureusement, si je vous embêtais ici sur cette antenne, sur mes petits problèmes, je dirais de vieillissement relatif, je vous vois sourire, mais néanmoins, nous avons tous des petits soucis, la vie serait infernale. Donc il y a des choses qu'on ne dit pas. J'ai mal dormi cette nuit, on ne le dit pas forcément, sauf si vraiment on est amené à le faire, ou j'ai mal mangé et c'est un peu lourd. Mais nous avons comme ça des choses que nous ne disons pas. Alors là, je parle de petits secrets, tout petits,
et il y en a des plus gros. Et il y a un moment où il faut se poser la question, est-ce que ça je dois le dire ou est-ce que ça je ne dois pas le dire? Et mon point de vue, c'est qu'à cette question-là, ce n'est pas le prêtre qui peut répondre, ce n'est pas le psychiatre ou le psychologue qui peut répondre, c'est soi-même face à sa conscience. Alors, là, vous avez dit des choses fort belles et que je retiens. Donc, je vais faire sourire les auditeurs, peut-être même vous. Si, en sortant du studio, je me trouve face à un gendarme qui m'interpelle pour une raison X ou Y, je lui dirai « Monsieur, je n'ai pas tout à vous dire. » Et je le tiens d'un gendarme. Oui. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? On peut toujours garder le silence, hein, mais alors c'est après... ce que vous nous avez dit. C'est vrai. Mais face à la loi, vous savez. Voilà. Non, combien de choses, effectivement, ne sont pas dites, combien de choses, et des fois pour de la plus grande douleur. Mais c'est vrai qu'aussi, des fois, je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire à tout moment. Il y a des choses, il faut attendre un peu. Parce que peut-être la personne qui doit l'entendre est peut-être un peu trop petite ou un peu trop âgée, ou parce que c'est pas le bon moment. Des fois, on a des vérités à dire et puis on veut pas gâcher la fête, on attend le lendemain. Voilà, je crois que ça, c'est très important. Voilà. Et puis, autre chose, puisque vous me disiez, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Oui, ce livre, bien sûr, il aurait pu, en théorie, se passer ailleurs. Il se passe au Puy-en-Velay, d'abord parce que j'aime cette ville. Il se passe aussi en Puy-en-Velay parce que c'est une ville qui a une dimension spirituelle importante. Et quelque part, dans ce livre, on aborde pas du tout la religiosité, même s'il y a un prêtre, mais la spiritualité. Au fond, on aborde le sens de la vie. C'est un livre, je l'ai dit, sur le secret, j'ai un livre sur l'amour, mais c'est aussi un livre sur le passage de l'âge d'enfant à l'âge adulte. C'est un livre sur l'évolution humaine. Est-ce que la maman d'Alice, finalement, est devenue une adulte? On peut se poser la question. Hein? Moi, je vous dis y non. apportez une réponse La mienne. Que je partage. La mienne. Que je partage. Voilà. Mais la petite Alice, par contre, du haut de ses 10 ans, est en train d'entrer par ces secrets, dans le monde plein des adultes. Et puis donc il y a le sens de la vie. Et au fond, la ville du Puy, elle est bâtie autour de quoi? Autour de sa cathédrale. Et dans sa cathédrale, il y a quoi? Il y a cette Vierge noire. Et on en parle aussi de cette Vierge noire. Parce qu'elle est noire. Et allez, je vais le dire, il y a plusieurs interprétations de la Vierge noire. Ramenée de Saint-Louis, déesse égyptienne. Toutes ces interprétations, les spécialistes se confrontent entre eux, et un jour, sans doute, on connaîtra l'exacte vérité scientifique. Moi, j'ai pris le parti pris d'une interprétation, est-ce que je peux la dire, un peu plus poétique, cette Vierge Noire. Cette Vierge Noire, dit le Père Bonnefoy, elle est noire parce qu'elle absorbe toute la noirceur et toute la douleur des gens qui viennent la prier. Et je trouve que c'est une belle expression parce que, quelle que soit sa religion finalement, quelles que soient ses croyances ou son absence de croyance, on peut se retrouver devant cette Vierge noire qui est là, qui regarde impassible avec un enfant dans les bras, comme la petite Alice, et puis qui accueille et qui reçoit. Et au fond, finalement, la petite Alice, elle va faire la même chose. Alors, on ne dira pas, mais l'histoire, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle va entrer dans le monde adulte. Et peut-être que le monde adulte, finalement, c'est de prendre conscience que la vie, ce n'est pas seulement recevoir, mais c'est d'abord donner. Peut-être que finalement, la maman d'Alice ne sait pas le faire. Peut-être que le papa d'Alice aussi ne sait pas forcément le faire, parce que peut-être que donner, c'est peut-être aussi faire des choix et de dire ça, j'en veux plus ou ça, j'en veux pas, et qu'il ne sait pas faire ce choix-là. Voilà. Bien, nous allons marquer une seconde pause musicale. T'as 18 mois et des poussières, j'ignore tout du Hunan qui ne sait rien de Paris. On s'envole. J'espère direction la lumière,
une vraie vie d'enfant, des parents, des amis. Au début tu te demandes qui c'est cet oiseau-là. Moi je connaissais pas d'ange comme toi. Je t'aime et je t'aimais déjà. Je te savais déjà et je tenais à toi sans que tu tiennes à moi. Je t'aime et je t'aimais déjà. Je te jure que je serai là pour toi. Sûr qu'on aurait pu se rater, se croiser sans se voir. C'est tellement loin, Yongzhou, loin la Chine. Tu ne m'aurais jamais demandé de te lire une histoire blottie contre mon cou. Je n'aurais jamais su tes regards qui me toisent quand celle qu'on apprivoise, c'est toi. Je t'aime et je t'aimais déjà. Je te savais déjà et je tenais à toi sans que tu tiennes à moi. Je t'aime et je t'aimais déjà. Je te jure que je serai là pour toi. De toi à moi, des liens que rien ne déchire. Entre toi et moi, plus qu'une histoire d'amour. Je t'aime et je t'aime